Créer un espace de réflexion politique et féministe, un lieu d'échange, de partage de savoir et d'expérience, c'est l'ambition de ce podcast. Bienvenue dans Sororité francophone, le podcast des conversations féministes francophones. Pour ce nouvel épisode, nous sommes avec Amandine Yao, présidente de l'association Goutte Rouge de Côte d'Ivoire, Emma Onekekou, militante et écrivaine féministe LBQ du Burkina Faso et Hawa Diallo, responsable DSSR du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Cette rencontre sur le thème Nos corps, nos droits, nos voix, une approche féministe des DSSR s'est déroulée à l'Institut français de Kigali au Rwanda et animée par Ndeifatou Wasso Tunkara, militante féministe de Sénégal Action Féministe, et Ramatoulaye Mbalo, chargée d'innovation et accompagnement d'équipe hop. Cet épisode aborde la thématique des violences sexuelles et peut créer des situations d'inconfort chez certaines personnes. Ndeifatou Wasso Tunkara. Alors, nous allons donc démarrer tout de suite notre panel avec une question sur les droits et santé sexuelle et reproductive qui va s'adresser à vous trois. Et donc, les DSSR ne sont pleinement garantis sur aucun territoire et sont très régulièrement remis en cause, que ce soit dans des contextes nationaux ou dans des négociations internationales sur l'égalité de genre. Les droits et la santé sexuelle et reproductive sont des droits fondamentaux et les enjeux qui en découlent sont des éléments centraux dans la vie des femmes et des hommes. L'utilisation d'une approche féministe et pas qu'une approche par les droits pour réfléchir au rapport de pouvoir, de domination, peut certainement aboutir à une meilleure application ou réalisation des DSSR de toutes. Alors, en vous basant sur vos propres expériences et spécialités, quelle est votre approche féministe des DSSR? Quelles sont les spécificités dans vos approches? Amandine Yao. Donc l'approche féministe va être tout en questionnement finalement qui va nous aider dans notre tâche en tout cas à pouvoir mieux orienter et les actions et finalement à pouvoir mieux répondre aux besoins de toutes et de tous. Emma Onekekou. Ça fait plaisir de voir des visages que je connais, aussi des visages que je connais pas, surtout quand je dois parler de moi. Ok, donc je m'appelle Emma Onekekou, je suis militante, féministe, lesbienne et écrivaine. Et mon écriture est spécifiquement basée sur les histoires et les vécus des femmes lesbiennes en Afrique de l'Ouest francophone, parce que je pense et je crois fermement que nous avons besoin de changer ces narrations qui nous présentent avec des préjugés et de façon stéréotypée. Donc voilà mon engagement. Je suis fondatrice de Wooma Media, qui est un média numérique qui amplifie les voix des femmes LBQ francophone, et aussi cofondatrice du collectif Les Sans Noms, qui est un collectif d'artistes aussi LBQ. LBQ veut dire lesbien, bi, queer. Mon travail, comme je l'ai dit, donc va participer à changer ces narrations-là. Et mon engagement féministe vise à inclure les besoins et les attentes, les histoires et les narrations en matière de DSSR et en matière de droits humains dans les agendas féministes, humains et gouvernementaux, parce que nos droits en tant que femmes LBQ sont aussi des droits humains qu'il faut prendre en compte et qu'il faut inclure dans ces programmes-là. Dans mon travail, j'utilise une approche intersectionnelle dans les DSSR parce que pour moi, l'approche intersectionnelle va permettre de mettre l'accent sur les inégalités structurelles qui existent et qui nous empêchent, nos autres femmes lesbiennes, d'avoir accès au DSSR par exemple. Et cette approche intersectionnelle va permettre de connaître nos besoins et nos attentes spécifiques. Et avec les actions féministes, puisque le féminisme est censé être inclusif et nous prendre aussi en compte, connaître ces problématiques va vous permettre de développer des approches plus inclusives qui vont nous permettre, nous aussi, de bénéficier de ces soins-là. Donc voilà un peu mon approche féministe. Je suis contente d'être là et j'espère qu'on aura un très beau débat. Hawa Diallo. Merci beaucoup Rama et Wasso pour cette belle introduction. Alors je suis Diallo Hawa, je suis responsable administrative et logistique du Club des jeunes filles leaders de Guinée et je suis également la responsable des SSR. Donc je suis une féministe assumée. Il faut le dire, déjà le Club des jeunes filles leaders de Guinée, c'est une organisation de défense des droits des jeunes filles qui existe depuis plus de 7 ans et nous avons plus de 500 membres à travers tout le pays. C'est-à-dire nous sommes non seulement dans la capitale, mais aussi nous avons des antennes à l'intérieur du pays. Et nous essayons de lutter contre toutes les formes de violence qui existent dans le pays.
Chez nous, une approche féministe des DCCR, c'est quand même une approche qui permet de mettre en avant la décision, le choix et surtout la liberté des filles et des femmes à travers des actions que nous entreprenons pour une sexualité qui est responsable et assumée surtout. Donc nos approches sont souvent fondées sur une inclusion qui est participative, qui prenne en compte en tout cas la vie et surtout aussi la vie des filles et des femmes et surtout des personnes qui sont issues des minorités. Donc quand je prends un peu le contexte, peut-être très rapidement, quand je prends le contexte guinéen, où quand même le système est fortement patriarcal, nous essayons donc de prioriser la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et celles qui sont fondées sur le genre. Et donc c'est ce qui nous amène à faire beaucoup de focus group et de dialogue communautaire pour quand même expliquer aux jeunes filles qu'elles sont les seules qui peuvent décider de leur corps. Et c'est ce qui nous amène donc à faire ces focus group-là. Et au-delà aussi des activités terrain que nous réalisons, parce qu'en fait, ça, on le fait pour justement mettre fin à la stigmatisation et aussi au tabou qui est lié autour de cette question de santé sexuelle et reproductive. Donc, au-delà aussi des activités terrain que nous réalisons, nous essayons aussi de faire des plaidoyers à l'endroit des autorités guinéennes parce que... il faut le dire, la Guinée aujourd'hui fait partie des rares pays qui n'a pas encore pu instaurer l'éducation complète à la sexualité dans les programmes scolaires. Donc nous essayons vraiment de faire ce plaidoyer-là pour que vraiment l'information soit plus large et plus crédible en fait. Parce que ce sont ces questions, les questions quand je prends par exemple la sexualité précoce, et quand je prends également l'hygiène menstruelle, ce sont entre autres des questions qui ne sont pas du tout enseignées ou en tout cas expliquées aux adolescents et aux jeunes à Guinée. Et donc passons à notre prochaine question qui va nous permettre de poser le débat sur la question de l'autonomie corporelle. Les corps, les sexualités et le lien qui existe avec les DCCR. Alors, cette question doit être abordée à l'agenda des DCCR car elle est essentielle pour garantir le droit fondamental des individus à prendre des décisions informées, comme vous disiez tout à l'heure, et autonomes concernant leur corps, leur santé sexuelle et reproductive. Et cela inclut le consentement éclairé, l'accès à des informations et à des services de santé appropriés, ainsi qu'à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et donc, l'essayiste nigérienne Olutimang Ebegbe, qui travaille sur les questions nécessaires sur le féminisme et l'urbanisme, dit, je cite, « Il existe un effort stratégique visant à saper nos droits et notre santé sexuelle et reproductive, le corps des femmes étant un champ de bataille clé. » Vous savez sans doute que la question de l'autonomie corporelle faisait partie des enjeux recentralisés dans les décisions lors du forum Génération Égalité en 2021 et à la conférence des CCR en Sierra Leone en 2022. Et ceci nous amène vers plusieurs questions, à savoir en quoi c'est politique d'être en maîtrise de sa sexualité, en quoi le contrôle sur le corps des femmes continue à s'exercer de manière forte, et en quoi la question de l'autonomie corporelle est si importante. Et donc, revenons sur l'approche féministe. Pourquoi dit-on qu'elle est encore plus intéressante que l'approche par les droits et pourquoi le contrôle des femmes et des sexualités est un outil très efficace du patriarcat? Selon vous, démocratiser la sexualité des femmes et les notions de plaisir ainsi que le droit et santé sexuelle reproductive sont-ils politiques? Amandine Yao. Eh bien, j'ai envie de me poser une question parce que c'est pas moi qui pose les questions, donc je vais me poser la question de savoir c'est quoi la politique déjà. Eh bien, la politique, c'est finalement la gestion des pouvoirs en société. Donc, au gros, on dira c'est la gestion de la vie en société. Et on sait très bien que le sexe fait partie de la vie en société. Donc le sexe devient une question politique ici. Et vu que le sexe fait partie de la vie en société, finalement, il y aura des avis, des perceptions différentes. Mais on sait très bien que nos sociétés sont quand même patriarcales et que le sexe est vu avec, je vais dire, à travers le miroir patriarcal qui a ses définitions propres.
Et bien sûr, vous avez déjà entendu, je vais dire, des notions quand même aberrantes. Une femme doit satisfaire son homme à chaque fois qu'il en a envie. Une femme ne doit pas s'habiller comme ça, ne doit pas s'habiller trop court, ne doit pas s'habiller trop long. En tout cas, des injonctions qui sont en fait finalement données à la femme. Et ici, parler de sexualité est très important parce que ça nous permet en tout cas de mettre sur la table politique cette revendication de l'autonomie corporelle. Pour parler un peu de nos actions que nous faisons en Côte d'Ivoire, personnellement, donc je suis présidente de Goutte Rouge, comme vous avez dit au départ. Et en fait, Goutte Rouge, c'est une organisation qui lutte contre la précarité menstruelle et l'illettrisme autour des menstruations. C'est important pour nous de parler de menstrues. Ça dérange. Ça dérange de voir du rouge partout, en tout cas. En Côte d'Ivoire, ça dérange dans nos actions terrain. Par exemple, quand on part dans les quartiers populaires, souvent on se fait chasser dans les cours, hein, parce que ça dérange. Et pour nous, c'est une revendication politique de parler de menstruation, et ça revient à cette recherche d'autonomie corporelle. Pour ne pas parler que de Goutte Rouge, par exemple, il y a une association qui s'appelle Stop au chat noir qui est basée à Abidjan, qui a organisé un festival du consentement. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais il faut qu'on parle du consentement encore en 2023, c'est-à-dire c'est des notions qui ne sont pas encore appliquées dans nos sociétés. Et ça encore, c'est une revendication pour dire nos corps nous appartiennent, et non, c'est non. Et pareil, je ne parlerai pas, je vais parler des actions, mais je ne finirai pas de parler de ces actions-là sans citer Émilie Tapé, qui m'inspire beaucoup en Côte d'Ivoire, qui est une activiste féministe qui déconstruit la sexualité des femmes. Et aujourd'hui, tout ce bruit, je vais appeler ça du bruit, toute cette lutte autour de la recherche, de la réappropriation de nos corps, c'est vraiment politique, c'est juste pour démontrer notre revendication et juste dire, on a juste envie de pouvoir décider pour nous, on a juste envie de pouvoir faire des choix. Et c'est bien normal en fait que l'autonomie corporelle dérange, parce que ça dérange bien entendu ce système. Je pense que ce n'est pas demain qu'on doit commencer à parler, c'est aujourd'hui. On le fait déjà. Continuons à dire, à crier haut et fort que les menstrues sont rouges. Continuons à dire que non, c'est non. Continuons à dire que la sexualité n'est pas linéaire. Continuons à dire aussi que le clitoris, c'est la vie. Alors, Awa, sur la question des mutilations sexuelles féministes en Guinée, pouvez-vous nous faire un état des lieux de ce que le club des jeunes filles initie comme action et initiative pour lutter contre? Alors, moi, je pense que vu qu'on parle d'autonomie corporelle, je pense que d'abord, la première des choses à faire, c'est quand même d'essayer de déconstruire, si on peut, les idées négatives qui sont autour de ce concept-là, comme quoi, par exemple, l'autonomie corporelle est un concept occidental, ou quand même l'autonomie corporelle, elle affaiblit la tradition et la religion. Donc, je pense que ce n'est pas forcément le cas, et ce n'est pas du tout le cas. Et je pense que c'est qu'il faut d'abord commencer à démystifier. Donc, pour répondre directement à la question de l'état des lieux, bien sûr, des MGF en Guinée. MGF, mutilation génitale féminine. On peut aussi dire MSF, mutilation sexuelle féminine. Le constat est très alarmant. Vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée fait partie, est le 10e pays d'ailleurs au monde qui pratique le plus les MGF, avec un taux de prévalence estimé à 95%. Donc c'est un constat qui est carrément alarmant et c'est une problématique qui nous fatigue beaucoup. On n'en parle pas, et parce que justement c'est en raison des normes sociales, culturelles ou aussi même religieuses, c'est ce qui nous fatigue en fait. Et bien qu'elles soient des violations des droits des jeunes filles et des femmes, et qu'elles sont d'ailleurs punies par la loi, parce que nous avons un code pénal qui quand même punit les MGF avec nos articles 259 à 269 qui punit quand même les mutilations génitales féminines. Mais malheureusement, ce sont des textes qui sont juste là mais qui ne sont pas du tout respectés. Et donc, la première question concerne l'identité de genre.
pourquoi il est aussi central pour le patriarcat, selon vous? La deuxième question va porter sur les sexualités non hétéronormées. Pourquoi cela déchaîne les mouvements anti-droit, selon vous? Et enfin, comment, même dans le milieu LGBTQIA+, le patriarcat s'incruste et comment des oppressions et des rapports de domination viennent toucher ce milieu? Emma Onekeko. Merci Wasso, je ne sais pas ce que j'ai fait à Equipo pour mériter 3 questions aussi difficiles, mais je vais essayer d'y répondre. Et puis on peut se tutoyer, on est entre nous, ça fera conversation. Là, ça fait trop formel, ça va me stresser. Et pour les questions, c'est parce que nous avons vraiment envie de savoir ce qui se passe dans ce milieu. Panique totale. Je vais vous bourrer de quelque chose qui est peut-être pas vrai. Je plaisante. D'abord, pourquoi ces questions-là sont centrales? Pourquoi elles sont cruciales pour le patriarcat? Simplement parce qu'elles remettent en cause le système de domination et de hiérarchisation qui a été imposé par ce système. On nous impose une sexualité, on nous impose une identité de genre. On dit que tout le monde doit être hétérosexuel et tout le monde doit être tout le monde doit être cisgenre. Moi, je suis lesbienne et je les dérange. Le fait qu'en tant que femme, je ne sois pas attirée par un homme. Le fait qu'en tant que femme, je refuse de me soumettre à la hiérarchisation, à la domination d'un homme. Et pour autant que tu déranges leur coup, il y a un problème. Leur sexualité, ça va. Mais tant que moi, je décide que je ne peux pas me conformer à ça, ça dérange sincèrement le patriarcat. C'est juste ça, moi, je ne vois pas d'autre problème. Pourquoi elle ne couche pas avec un homme? Pourquoi le fait que je couche avec un homme vient de déranger un système? Je ne comprends pas. C'est juste ça le problème, il n'y a rien d'autre. Ne cherchez pas tous les discours de derrière là-bas qui racontent là. Je vous dis, c'est faux. C'est juste ça le problème. Pourquoi, en tant que femme, je ne peux pas coucher avec un homme? C'est tout. Pour revenir au mouvement anti-droit, d'abord, il faut comprendre que c'est un mouvement qui axe ses actions et ses réactions sur des stéréotypes, des préjugés, une peur des orientations sexuelles et aussi de la manipulation. Pour vous montrer à quel point ils utilisent les préjugés, les stéréotypes et de la manipulation, même insérer la peur et de la mauvaise information, même si je suis militante LGBTQ, je travaille aussi sur des questions qui concernent les femmes en général. En 2020, je travaille avec Open Démocratie parce que Open Démocratie soupçonne des mouvements anti-droit américains religieux de financer des groupes anti-abortion, des groupes anti-IVG au Togo, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Donc, je viens et je me fais passer pour une petite villageoise qui est arrivée à Abidjan, qui a été violée par son oncle et tout, et qui veut avorter. Et donc, on rencontre cette organisation qu'on contacte, que je vais les voir, et je discute avec la dame. Heureusement que je suis militante et toutes ces questions-là m'intéressent. Pour vous montrer encore une fois comment la question de l'intersectionnalité est même importante. Au-delà même de la thématique LGBTQ, je m'intéresse à tout ce qui concerne les femmes. Moi, je n'ai pas besoin d'avorter. De toutes les façons, je le fais tous les jours, je ne tombe pas enceinte. Marie, tous nos efforts, merde. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin d'avorter, mais c'est une question qui m'intéresse parce que j'ai des amis hétérosexuels, parce que ma fille peut-être sera hétérosexuelle ou bisexuelle. Parce que pour moi, le corps des femmes ne devrait pas être contrôlé. Donc, tout ce qui touche au corps des femmes m'intéresse. Donc cette femme, elle me donne plein d'informations qui sont totalement fausses. Je suis là, je suis choquée, j'ai envie de sortir de mon rôle et de lui dire, mais arrêtez, vous allez détruire la vie de jeunes filles et tout. Donc pour vous montrer comment les mouvements anti-droit ne s'attaquent pas seulement à nous, communauté, à moi en tant que femme LGBTQ, mais à nous dans notre ensemble en tant que femme, parce qu'on remet en cause une suprématie qu'ils défendent. Et ce n'est pas une suprématie hétérosexuelle, c'est juste une suprématie masculine. C'est juste ça qu'ils défendent. Et tout ce qui va venir remettre en cause ces suprématies-là, ils la combattent. Donc, c'est encore une fois pourquoi c'est important de nous réapproprier la question des orientations sexuelles et des identités de genre. Parce que combattre ces questions, c'est aussi combattre le patriarcat. C'est profondément combattre le patriarcat. Pour revenir au mouvement LGBT et comment est-ce que ceci influe, moi, je ne parlerai pas de mouvement LGBT, je parlerai de mouvement gay. Parce que c'est ce qu'il y a toujours eu. Il y a eu un mouvement qui était dominé par les gays, qui s'est fait appeler LGBT, dans lequel on ne s'est jamais retrouvé. Voilà une des raisons pour lesquelles je me suis dit non, je ne veux pas combattre, je ne veux pas porter des voix, je ne veux pas porter des problématiques qui ne me concernent pas. Voilà comment je suis sortie de ce mouvement et j'ai dit non, je suis LGBTQ. Et il y a des personnes pour la première fois qui ont entendu LGBTQ qui m'ont demandé c'est quoi. LGBTQ, ça veut simplement dire lesbienne, bisexuelle. Et nous sommes des femmes dans un mouvement qui est totalement dominé et gouverné par des hommes. Et nos voix sont étouffées, nos besoins sont étouffés. Dans ce mouvement, il n'y a que les compétences et les expertises masculines qui sont mises en avant. Mais pourquoi les femmes, elles n'ont pas d'expertise? Pourquoi elles ne peuvent pas parler pour elles-mêmes? Je suis experte des questions qui me concernent. Pourquoi je ne peux pas parler pour moi?
C'est le seul mouvement, encore on se retrouve dans le mouvement féministe où des hommes viennent dans des espaces féministes parler pour nous. Pourquoi ça ne vous dérange pas de voir des hommes venir parler? Parce que nous sommes une minorité, ok. Donc je suppose qu'un homme devrait venir parler à la place des féministes noires. C'est la même chose, essayer d'inverser. Pourquoi un homme gay viendrait parler pour moi juste parce qu'il fait partie d'une minorité? Non. Le travail des femmes LBQ dans le mouvement LGBT, même pas mouvement LGBT, dans le mouvement gay reste encore un travail bénévole. Et pour moi, c'est problématique. C'est profondément problématique. L'accès au financement, c'est encore les grands groupes. Parce qu'on nous dira toujours que les femmes LBQ ne sont pas bien organisées, elles sont pas formelles, elles ont pas... Mais on les a comment? On n'a jamais dirigé. On fait ça comment quand personne ne nous fait confiance? Quand personne ne vient nous dire quelles sont vos problématiques, comment est-ce qu'on peut vous aider, comment est-ce qu'on peut vous aider à mieux vous structurer. Ça devrait vous déranger de ne pas nous voir. Vous voyez combien de femmes lesbiennes devant vous par mois finalement. Vous devriez vous-même vouloir en voir d'autres. Donc il faut que ça vous titille un peu. Voilà, donc prochainement, il ne faut pas que ce soit seulement mon visage, il faut que ce soit le visage de d'autres femmes lesbiennes. Je ne suis pas la seule à revendiquer ce titre quand même. Il y en a beaucoup. Merci. Mais vous ne les entendez pas parce qu'elles sont dans des espaces qui sont dominés par des hommes. Et donc, il y a une autre question aussi qui est cruciale pour moi dans ce mouvement, c'est la question du harcèlement, du viol et des violences. Vous voyez, la stigmatisation dont on fait preuve et tout, elle condamne pleinement, elle condamne fortement cette communauté-là. Parce que quand on viole dans cette communauté, quand on frappe dans cette communauté, quand on harcèle dans cette communauté, on va se plaindre nulle part. Nulle part. Moi, je me rappelle, il y a une de mes ex, très violente. Bon, j'ai un peu raconté l'histoire ici. Donc, pour les personnes qui achètent le livre, vous verrez un peu comment elle pouvait être, même si j'ai rajouté un peu de fiction. Elle m'a dit, je vais te frapper. Et je lui ai dit, si tu me frappes, je t'enverrai en prison. Elle m'a dit, même la fille de ce tel colonel, on l'a frappé, c'est allé nulle part. Pour vous montrer à quel point on est consciente que, peu importe les violences qu'on va subir dans cette communauté, on ira se plaindre nulle part. Et moi-même, en tant que militante féministe, j'ai honte de le dire. Mais quand une femme LBQ vient se plaindre à moi pour dire que ma partenaire m'a frappé, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que moi, je dis à une femme lesbienne dans ce système hétéronormé, lesbophobe, je précise lesbophobe, d'aller dire à la police que ma partenaire me frappe? Je vous demande, est-ce que moi-même, en tant que militante féministe, je lui dis d'aller faire ça? Est-ce que je lui dis, va condamner une autre femme à être violée et qu'on lui rappelle que tu n'es pas un homme et que tu n'as pas à décider de ta sexualité, que ta sexualité, elle est imposée par nous et c'est nous qui allons te la montrer et qu'on vienne la corriger parce que c'est ce qu'ils disent, qu'ils nous corrigent. Est-ce que je fais ça? Je vous demande à vous, pour vous montrer à quel point c'est problématique et à quel point ce système est en train de pourrir la communauté et à quel point la question du consentement n'arrive même pas jusqu'à nous parce que c'est des notions qui sont trop loin pour nous. Donc voilà, donc avant de terminer, je vais vous dire simplement, il est crucial pour nous, en tant que féministes, et je le dis encore toujours pour nous-mêmes, c'est facile d'accuser une féministe d'être lesbienne. Il ne faut plus que la question, quand on te dit que tu es lesbienne, il ne faut plus que tu te sentes en danger. Donc, ce n'est pas seulement nous défendre, nous, c'est aussi nous protéger nous-mêmes en tant que féministes. Demain, quand quelqu'un viendra te dire tu es lesbienne, tu n'as pas à avoir peur parce que tu sais qu'il n'y a pas de représailles derrière. Il n'y a rien. Tes droits sont assurés. Quelqu'un qui t'agresse parce que tu es lesbienne, il sait qu'il ira en prison. Donc, être lesbienne ne sera même plus problématique. Ça ne sera plus une injure qu'on va balancer aux féministes et qu'on dira... J'ai peur, si je parle, on va dire que je suis lesbienne. Non, ça ne devrait même plus être une crainte. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Ce n'est pas seulement pour me donner de la visibilité, c'est aussi pour nous protéger nous-mêmes en tant que féministes, que ce système-là soit renversé. Pourquoi a-t-on besoin, selon vous, de recourir à une lecture intersectionnelle? Comment on fait pour avoir une approche vraiment intersectionnelle des DSSR? Emma Onekekou. Pourquoi c'est important d'avoir une lecture intersectionnelle en matière de DSSR? Pour moi, la première chose, c'est important parce que ça nous permet de reconnaître les inégalités. Oui, ça nous permet de les identifier. Les inégalités et les oppressions qui sont vécues par les groupes concernés. Donc, recourir à une lecture intersectionnelle va nous permettre, en tant que nous féministes, qui travaillons sur les questions des DSSR, de pouvoir reconnaître et identifier les oppressions et les inégalités dont sont victimes, par exemple, les femmes lesbiennes.
Mais je reviens toujours à moi, parce que franchement, c'est moi qui suis là. Donc, revenir à ça. Ça, c'est une première chose. Et va nous permettre d'identifier les inégalités structurelles qui sont mises en place. Parce qu'il y a de vraies inégalités structurelles qui sont mises en place qui pour nous empêcher, nous, d'avoir accès à ces services de DSSR. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est important d'avoir une lecture intersectionnelle. Une fois qu'on aura eu cette lecture, maintenant, comme je le disais, on pourra développer une approche inclusive, équitable et respectueuse des besoins spécifiques et des attentes de chaque groupe. C'est seulement comme ça qu'on pourra. Et elle va nous servir aussi à déconstruire et à démanteler ces structures de pouvoir qui sont mises en place et qui empêchent tous les groupes en général d'avoir accès à ce travail, que ce soit ces structures qui sont mises en place par la religion, que ce soit par les normes sociales traditionnelles, peu importe. Cette lecture va nous permettre de faire ça. Comment? Maintenant, c'est comment est-ce qu'on en arrive à ça? D'abord, première chose, en écoutant les voix des personnes concernées. Donc, merci de m'avoir donné la parole déjà. Donc, vous écoutez ma voix parce que je suis une personne concernée par cette thématique. Donc, déjà, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est d'inclure les personnes. C'est d'inclure les personnes concernées dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de ces programmes, de ces politiques et de ces services en matière de DSSR. C'est de faire aussi de la recherche et d'avoir des données. Mais pas seulement se limiter à la recherche, faire des recherches en adaptant ces recherches pour connaître les besoins de chaque groupe spécifique. Et les données doivent être reliées à chaque groupe. Tel groupe marginalisé, on fait des recherches, on connaît ses besoins. Tel groupe, et on a des données probantes sur lesquelles on pourra se baser pour travailler. Pour moi, c'est déjà des trucs importants. Il faut sensibiliser et éduquer aussi. Parce que quand on le dit, je vous donne un exemple très simple. En matière de gynécologie, ça peut vous paraître banal, mais le système même de service gynécologique est pensé pour le système hétérosexuel. C'est-à-dire, de fait, quand une femme arrive devant un gynécologue, dans son esprit, elle est hétérosexuelle. Ils ne sont pas éduqués à accueillir d'autres groupes. Ils ne sont pas éduqués à accueillir des femmes avec une sexualité différente. Donc déjà, il faut les éduquer et les sensibiliser au fait, même dans le langage. Quand une personne vient, c'est pas de lui dire « viens avec ton mari, viens avec ta partenaire ». Pour que je ne me sente pas en train de dire, il faut que je me trouve un mari avec qui je vais venir me faire soigner cette IST-là. Vous comprenez? Donc, c'est important, en fait, d'éduquer et de sensibiliser aussi les personnes. Et une dernière chose, pour revenir encore à la recherche et aux données, il faut les actualiser. Quand on finit de faire l'évaluation, quand on a vu ce qu'on a mis en place, quand les personnes impliquées, elles ont été mises à la conception, dans la mise en œuvre et dans l'évaluation. Une fois que ces évaluations-là sont faites, il faut actualiser ce qu'on a fait. C'est surtout ça, il faut actualiser, il ne faut pas rester et dire qu'on a fait des recherches en 2020, c'était ça le besoin. Les besoins évoluent. Les besoins évoluent. Et une chose aussi importante, il faut renforcer. Il faut renforcer les capacités de ces groupes-là, afin qu'eux-mêmes puissent défendre et s'impliquer dans ces questions-là, en fait. C'est très important de pouvoir les renforcer, afin qu'ils puissent s'impliquer, s'organiser et pouvoir se défendre eux-mêmes. Donc voilà, prochainement, impliquez-nous. Venez nous former afin que nous-mêmes, on puisse parler pour nous, pour plus que les hommes gays parlent pour nous. Donc voilà ce que je pourrais répondre à cette question. Amandine Yao. Pour moi, l'intersectionnalité, c'est vraiment un outil. D'abord, un outil qui nous permet de mettre en question ce qu'on appelle généralité. Parce que généralement, en fait, on part avec des actions qu'on va mettre en place en zone rurale et aussi en zone urbaine sans prendre en compte les besoins spécifiques des populations. Alors c'est un outil qui va nous permettre de remettre en cause ce que nous on appelle généralité en se basant sur les points oppressifs tels que la couleur de peau, l'appartenance religieuse, la sexualité. Et c'est aussi un outil analytique, un outil qui va nous permettre de nous questionner à chaque fois quand on a des actions à faire, pour pouvoir finalement trouver la meilleure action pour la cible donnée. Et finalement, c'est un outil de justice sociale qui nous appuie énormément lors des plaidoyers. Pour parler par exemple de Goutte Rouge, comment est-ce qu'on applique l'intersectionnalité à Goutte Rouge?
on a notre propre définition de ce que c'est que la précarité menstruelle. Alors, la définition générale de la précarité menstruelle, moi-même, me fait rire. Parce que au départ, quand on a commencé Goutte Rouge, on partait sur cette définition-là. Et on se disait que toutes les femmes avaient besoin de protection hygiénique parce que la définition que tout le monde utilise, que tout le monde connaît, c'est le manque de protection hygiénique, d'accès aux protections hygiéniques dû au manque de moyens. Donc, c'est très capitaliste. Et en fait, il y a des filles qui n'ont pas de l'eau. Même de l'eau, elles n'en ont pas. Donc, on doit plus creuser que ça. Et nous, on a vraiment creusé. Et il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte quand on parle de précarité menstruelle. Il y a l'accès à l'eau pour celles qui n'ont pas d'eau. Il y a l'accès aux latrines. Parce que Abidjan est joli, Abidjan est beau, mais quand tu pars dans certaines écoles, il n'y a même pas de toilettes en fait pour les filles. Donc il y a cet aspect-là. Il y a des habitations où les toilettes sont délabrées. Je te demande comment est-ce que les femmes même font. Donc il y a l'accès aux latrines adéquates et propres, mais il y a aussi l'accès aux protections hygiéniques. Donc finalement, c'est d'analyser tout ça et de pouvoir en fait déterminer les besoins de chacun ici. Pourquoi on a besoin d'intersectionnalité finalement? Parce que c'est une remise en question de ce qui en fait, de ce qui est donné finalement. Ndeifatou Wassoutounkara à Emma Onekeko. Comment on peut faire quand on parle de DSSR? Comment peut-on faire pour visibiliser les droits des femmes LBQ? Et enfin, tu as dit dans ta présentation que tu étais autrice de littérature et de fiction. Et comment et pourquoi tu mobilises cela en faveur des DSSR inclusives? On va, pour rendre visibles les droits, les DSSR des femmes lesbiennes, c'est simple comme je dis. Il faut accepter de nous écouter. C'est en les écoutant que vous allez savoir ce dont on a besoin. Donc, pour visibiliser ce voilà. Donc, nous donner la parole comme aujourd'hui c'est fait. Donc, déjà, merci pour ça. Deuxième chose, il faut aussi vulgariser ce que nous faisons. Par exemple, je sais qu'avec Women Media, il y a plein de campagnes qui ont été faites en matière de DSSR pour connaître les besoins en matière de DSSR des femmes LBQ. On a fait des vidéos pour, par exemple, partager les différentes EST auxquelles on pouvait être exposé, comment fabriquer nous-mêmes nos propres moyens de protection parce que ça n'existe pas encore. Personne ne sait comment on se protège quand on fait un CUNY, alors que je pense que même c'est un rapport hétérosexuel aussi qu'on devrait savoir. Voilà, donc comment est-ce qu'on fabrique un carré de lactase, comment est-ce qu'on fabrique une digue dentaire, des trucs comme ça. Comment, par exemple, quand on a envie d'avoir un bébé, qu'on n'est pas obligé d'aller se faire draguer par un gars là-bas, le blaguer pour pouvoir avoir un enfant. Non, comment est-ce qu'on peut avoir un vrai suivi médical? Donc, posez-nous ces questions-là. Donc, appelez-nous, impliquez-nous, demandez-nous nos réels besoins. C'est comme ça que vous allez visibiliser. Et impliquez-nous, surtout ça. Impliquez-nous dès la conception. N'attendez pas que ce soit conçu. Au moment de la mise en œuvre, ah, mais c'est vrai, on doit impliquer des lesbiennes là. Il faut qu'on trouve deux. Je ne connais pas deux lesbiennes. Les gens me font ça tout le temps. Hein. Je ne connais pas deux. Non, maintenant, je n'en connaîtrai plus. Dès que vous commencez à mettre en œuvre, appelez-nous. Pardon, dès que vous commencez à concevoir, appelez-nous. Et on fait ensemble, on met en œuvre ensemble, on évalue ensemble. Et une fois que c'est fini, on part. Quand vous organisez vos campagnes aussi en matière de DSSR, impliquez-nous. Voilà, quand vous donnez les voix aux féministes francophones, souvenez-vous que vous, derrière, il y a nous qui existons. Donc voilà ce que vous pouvez faire, par exemple. C'est des petites choses, mais c'est déjà bien pour pouvoir nous rendre visibles. Et surtout, les gens diraient, par exemple, qu'il faut créer des cliniques spécialisées. Je vous dirais que si vous faites ça, les lesbiennes ne viendront pas. Hein. Nous, on ne viendra pas. On n'aime pas les choses spécialisées, non. Il faut juste former des personnes à la question. Il faut fermer des... J'aime pas trop le thème allié. Mais il faut éduquer les personnes à ça, surtout ça. C'est comme ça que vous allez nous aider en fait en matière de DSSR. Maintenant, pourquoi est-ce que j'utilise là en général? Parce que j'écris des fictions, donc des livres, j'ai écrit un scénario de court-métrage qui s'appelle Imbri. Là, je suis en train de discuter avec Amandine pour qu'on mette en place une pièce de théâtre. Donc, pourquoi je mobilise tout ça? Parce que pour moi, c'est une manière de sensibiliser, c'est une manière de toucher vos émotions. Parce que c'est ça que je veux. Je veux pas venir vous agresser, non. Je veux toucher votre sensibilité en tant que féministe.
Je veux toucher votre amour. Parce que Bell Hooks disait que qu'est-ce qui manque dans ce mouvement Waka? C'est l'amour. C'est ça que je veux. Je veux votre amour, en fait. Mais votre amour, pas votre pitié, votre amour couronné de votre respect. Parce que la personne qui ne me respecte pas, là, ça va chauffer. Ah, ça, c'est sûr. Donc, vous comprenez, c'est ça qu'il manque. Et quand il y aura l'amour, il y aura la justice. Quand il y aura l'amour, il y aura la recherche de l'information, le besoin de connaître l'autre et de voir comment est-ce qu'on est pareil. C'est juste la sexualité qui nous différencie. Mais on s'en fout. Oui, quand je suis dans la chambre, ce que je fais, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est des questions qui nous réunissent, des questions de sexisme. Comment est-ce qu'on mutile les filles? Parce que quand on te mutile, on ne te demande pas ton orientation sexuelle. Quand on te voit dans la rue en train de passer, on te fait pisse. On ne te pisse pas parce que tu es quelque chose. On te pisse parce que tu es femme. La question de l'orientation sexuelle, elle intervient quand je le dis. Donc, ce n'est même pas une problématique sur laquelle on devrait s'attarder, en fait. Laissez les gens coucher avec qui ils veulent, avançons. Elle a décidé, non. Allons-y. Merci, Emma. Merci. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, voilà ce que j'allais dire. Merci. Donc, pour finir, je conclue en disant que il est important, en tant que féministe, que ce soit au niveau des DSSR, que ce soit au niveau de toutes les autres luttes, que nous mettons l'amour et l'intersectionnalité au centre de cette lutte. C'est comme ça que nous allons sauver ce mouvement-là. Merci. Merci à Amandine Yao, Hawa Diallo et Emma Onekekou d'avoir participé à cet épisode de Sororité francophone. Sororité francophone est un podcast conçu par Equipop, monté, mixé et réalisé par l'Alia Productions. Retrouvez tous les épisodes de Sororité francophone sur les réseaux sociaux d'Equipop. Merci pour votre écoute.